Chapitre La cloche qui sonnait à minuit. Il existe peu d'endroits en Angleterre aussi oubliés par le temps que le hameau de Larkwood Hollow. Niché au cœur des collines ondulantes du Devon, c'était un village si petit que même le facteur devait se rappeler son existence. Quelques ruelles sinueuses, quelques chaumières aux toits d'ardoise, un presbytère étranglé par le lierre, et en son cœur, tel le joyau d'une couronne fanée, se dressait la chapelle Saint-Athanase. La chapelle avait autrefois attiré des pèlerins de tout le West Country, célèbre au cours des siècles passés pour son puits miraculeux, aujourd'hui asséché. Aujourd'hui, elle ne servait plus qu'à abriter des pigeons dans sa tour et à célébrer les offices dominicaux d'une congrégation en déclin, venue plus par habitude que par conviction. Mais elle demeurait un édifice remarquable, des arches de pierre sculptées de visages angéliques, des vitraux représentant des saints dont personne ne se souvenait des noms, et une lourde cloche de bronze dont on disait qu'elle sonnait seule en cas de grande tristesse. Cette cloche a sonné la dernière nuit d'octobre. C'était une soirée inhabituellement amère pour l'automne, et le vent qui soufflait dans le creux apportait avec lui le bruissement des feuilles sèches et quelque chose de moins définissable, un léger malaise. Madame Edwina Cole, veuve et gouvernante de la chapelle, entendit la cloche en remuant une marmite de soupe aux poireaux dans la cuisine du presbytère. 12 coups, murmura-t-elle, la louche s'arrêtant en remuant. Mais il n'est que 11h40 à l'horloge de la cuisine. Elle regarda par la fenêtre vers la chapelle. Tout était sombre. Le clocher se dressait solennellement, immobile, aucune lumière dans le bureau du vicaire, aucun mouvement dans les arbres. Elle avait la désagréable sensation d'être observée, non par un homme, mais par la mémoire. Frissonnant malgré le poêle, elle versa la soupe dans un bol et ferma les rideaux avec une force inutile. Le lendemain matin, Saint-Athanase était fermé à clé, et le nom sur le registre paroissial avait disparu. La nouvelle, comme toutes les bizarreries, mit du temps à se propager. Elle se répandit par des murmures sur les étals des marchés, puis par une lettre du révérend Giles à un vieil ami londonien, qui après l'avoir lue, l'a transmis à un détective belge à la retraite résidant à Whitehaven Mansions. Ce n'était pas un meurtre, pas encore, c'était simplement un mystère. Pourtant, cela a suffisamment intrigué Hercule Poirot pour lever l'un de ses célèbres sourcils symétriques. « Le nom a disparu » demanda-t-il, assis en face du capitaine Hastings dans leur salon, où le feu crépitait avec la gaieté britannique déterminée. « Ni barré, ni effacé, mais disparu. » C'est ce que dit la lettre, registrée paroissiale, contenait tous les baptêmes, mariages et enterrements des 3 derniers siècles. Jusqu'à ce matin, où le révérend Giles l'a ouvert et a trouvé la dernière inscription vierge. Vierge, Poirot. Un baptême de la veille, effacé. Poirot se pencha en avant. « Dis-moi, mon ami, crois-tu aux cloches fantomatiques et à l'encre qui disparaît ?» Hastings, toujours loyal mais parfois littéral, eut un petit rire nerveux. « Je n'en suis pas sûr, mais tout le village semble secoué, et le vicaire semble profondément perturbé. Il dit que l'enfant dont le nom a disparu, oui, a été retrouvé mort le lendemain matin. On appelle ça la mort subite du nourrisson. » Le visage de Poirot changea. Il croisa les mains lentement, délibérément. « C'est triste. La mort d'un enfant est toujours contraire à l'ordre naturel des choses. » Hastings hocha la tête d'un air sombre. Poirot se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, une fine neige avait commencé à tomber, anormalement tôt. Il la fixa un instant avant de reprendre la parole. « Il y a quelque chose de spécial dans les noms, dit-il. Ils sont sacrés pour nous. Nous baptisons avec eux, nous nous marions avec eux, et nous enterrons avec eux. Ils sont les marqueurs de notre place dans le monde. Perdre un nom, le voir disparaître, c'est effacer l'existence même. Non, non, mon ami, je dois voir cette chapelle. Tu veux dire ?» Poirot se retourna avec un léger sourire. « Oui, Hastings. Fais ta valise, nous allons dans le Devon. » Ils arrivèrent 2 jours plus tard, en train, puis en voiture de location.
Les routes devenaient de plus en plus étroites et sauvages à mesure qu'ils avançaient. Lockwood Hollow émergeait de la brume, telle une gravure délavée. Le pub avec son enseigne écaillée représentant un renard et un violon, la boulangerie avec ses pains en vitrine et, au-delà, la tour grise de Saint-Athanase dominant les arbres. Ils furent reçus au presbytère par le révérend Giles, un homme maigre aux yeux bleus larmoyants et aux doigts tachés d'encre. Il semblait être né fatigué, et son état ne s'était pas amélioré depuis. « C'est très aimable à vous d'être venu, monsieur Poirot, dit-il, en serrant la main du détective avec une pointe de confusion. Je ne m'attendais pas à un tel intérêt. Poirot inclina la tête. La lettre était des plus intrigantes. J'ai cru comprendre qu'il y avait un enfant, récemment baptisé. Le vicaire hocha solennellement la tête. La petite Lydia Carfax, née d'un jeune couple nouvellement arrivé au village, Edward et Maisie Carfax. Elle a trouvé cela étrange naturellement. Mais la nouvelle est arrivée. L'enfant était morte dans la nuit. On l'a retrouvée sans vie dans son berceau. Sa voix tremblait. La mère est inconsolable. Poirot ferma les yeux un instant. Et la cloche? La cloche de minuit? Personne n'a voulu l'avoir sonnée. Elle n'a pas sonné la nuit depuis des années. Certainement pas d'elle-même. La tour est toujours fermée. Et pourtant, elle a sonné 12 fois. Et la caisse enregistreuse? Le vicaire les conduisit à la sacristie où le grand livre relié de cuir reposait sur un socle en bois. Poirot l'ouvrit avec révérence, tournant lentement les pages. Les noms étaient soigneusement inscrits en cuivre. Sur la dernière page, près du bas, se trouvait un espace net, blanc et vide. L'espace entre deux âmes. « Aucune trace, murmura Poirot. J'ai tout essayé, a déclaré le révérend Giles. Le frotter au charbon, chauffer la page, même du jus de citron, rien n'en est ressorti. C'est comme si cela n'avait jamais été écrit. » Poirot ferma doucement le livre. « Dites-moi, monsieur, dit-il, y a-t-il eu d'autres disparitions ces derniers temps? Pas de personnes, mais de documents, de noms, d'objets porteurs d'identité? » Le révérend Giles hésita. Il y avait quelque chose, admit-il. La plaque sous la statue de Saint Athanase. Elle est vierge maintenant. Depuis cette semaine, on pensait qu'elle avait simplement disparu. Mais peut-être... Il s'est arrêté. Poirot resta immobile, puis se tourna vers Hastings. « Il y a quelque chose de maléfique ici, dit-il doucement. Quelque chose qui ne s'annonce pas par la violence, pas encore, mais par le silence, par l'absence. Le nom d'un enfant qui disparaît n'est pas rien, Hastings. Que pense que c'est lié? » Les yeux de Poirot brillaient. « Mon ami, en matière d'âme humaine, rien ne disparaît sans raison. Même le silence parle, et parfois il hurle. » Chapitre 2. Le couple en deuil. Le cottage de Carfax se trouvait à l'extrémité de l'Arco d'Hollow, au-delà du vieux verger et du portail rouillé qui grinçait même dans l'air calme. C'était une modeste maison de 2 pièces, son toit d'ardoise couvert de mousse et son jardin laissé à l'abandon, comme si le chagrin avait réduit au silence même les mauvaises herbes. Poirot et Hastings arrivèrent peu avant midi. Le ciel était bas, d'un gris terne, et les branches des bouleaux claquaient comme de vieux os. Le révérend Giles avait prévenu de leur visite, et un jeune homme les attendait sur le perron. Il n'avait pas plus de 30 ans, était grand, le visage étroit et les yeux sombres et inquiets qui semblaient suivre le moindre mouvement. Sa veste était trop grande pour lui, ses bottes trop si... « Londres ?» demanda-t-il. « Le détective ?»« Je suis Hercule Poirot, » dit Poirot doucement. « Et voici mon ami, le capitaine Hastings. Vous êtes monsieur Carfax, je suppose ?» L'homme fit un bref signe de tête saccadé. « Edward Carfax, vous feriez mieux d'entrer. » Ils le suivirent à l'intérieur. Le salon était sombre, les rideaux tirés. Une bouilloire froide était posée sur le foyer. Sur une petite table se trouvait un hochet d'enfant en forme d'agneau. « Ma femme se repose, » dit doucement Edward. « Elle n'est plus elle-même. »« Je comprends, » dit Poirot. « Nous ne resterons pas longtemps. Vous avez vécu une tragédie profonde. Mais je dois vous demander, le baptême,
Le nom de l'enfant inscrit sur le registre. Étiez-vous présent? Bien sûr. Je l'ai tenu moi-même pendant que le révérend versait l'eau. Lydia Mary Carfax, nommée d'après la grand-mère de Maisie. Elle a souri quand l'eau a touché son front. Je m'en souviens. Claire comme l'eau de roche. Et tu as vu son nom écrit dans le livre? Oui, le révérend l'a écrit alors que nous étions encore là-bas. Je me souviens avoir trouvé étrange de voir son nom parmi tous ceux-là. Je suppose que je pensais que ça la rendait réelle. Un élément du monde, tu vois. Poirot hocha lentement la tête. Et ensuite, le visage d'Edward s'assombrit. Maisie est allée la nourrir à 6 heures le lendemain matin. Elle a crié. Je l'ai trouvée debout au-dessus du berceau. Lydia ne bougeait pas. Il passa une main dans ses cheveux. Le docteur Franklin est venu. Il a dit que c'était un de ses problèmes. Un cœur faible, peut-être. Ou alors elle avait arrêté de respirer pendant la nuit. Aucun signe de douleur, aucune raison. Il y a toujours une raison, murmura Poirot, même si elle n'est pas toujours d'ordre médical. Edward leva brusquement les yeux. Tu crois que quelqu'un... Je ne sais pas encore ce que j'en pense, dit Poirot. Mais dites-moi, avez-vous entendu quelque chose d'inhabituel la veille? La cloche. On l'a entendue toutes les deux, cette satanée cloche. Maisie était morte de peur. Il déglutit difficilement. Elle a dit que ça ressemblait à un avertissement, comme si on lui volait quelque chose. Poirot hocha la tête solennellement. « Puis-je voir la chambre d'enfant? » Edward hésita, puis les conduisit dans un petit couloir. La chambre d'enfant était une petite pièce au mur bleu pâle et un berceau en osier près de la fenêtre. Tout était en ordre, sauf le silence. C'était le genre de silence qui repousse le bruit, chargé de tristesse et de quelque chose d'autre, de plus froid. Ours en peluche sur une étagère, un tapis usé, une lampe à huile intacte, une légère odeur de lavande, persistante mais pas fraîche, et autre chose. Il se pencha vers le berceau, à peine visible sur la tête de lit, une légère marque, comme un gribouillage, griffonné à la hâte, puis effacé, presque comme des initiales. « Est-ce que l'un d'entre vous a sculpté cela? » demanda-t-il. Édouard s'approcha. « Non, je n'ai jamais vu ça. On dirait... Qu'est-ce que c'est? Un P et un S? » Poirot ne répondit pas. Il examina attentivement les marques. Les traits étaient superficiels, mais délibérés, pas l'œuvre d'un enfant, et pas celle d'un sentimental. « Capitaine Hastings, dit Poirot, pourriez-vous aller chercher mon petit carnet dans la poche de mon manteau, s'il vous plaît? » Hastings s'exécuta, et Poirot copia soigneusement le gribouillage, puis il se redressa. « Merci, monsieur Carfax, ce sera tout pour le moment. » Edward hésita. « Tu penses que c'était un meurtre? » Poirot croisa son regard. « Je crois, monsieur, qu'on cache quelque chose ici. S'agit-il d'un crime ou d'une malédiction? Il faut le découvrir. » Ils quittèrent le cottage de Carfax en silence, leurs pas craquant sur les feuilles mortes. Hastings prit enfin la parole. Elle semblait si aimée. « Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un... » Poirot leva le doigt. « Vous supposez que le crime, si crime il y a été commis contre l'enfant. Mais réfléchissez, Hastings, et si la véritable victime était quelqu'un d'autre, ou quelque chose de complètement différent? Que veux-tu dire? » Poirot regarda devant lui vers le clocher imposant de Saint-Athanase. « Il y a des meurtres du corps, dit-il doucement, et il y a des meurtres de la mémoire. L'un frappe la chair, l'autre l'âme. » Hastings fronça les sourcils mais ne dit rien de plus. Ils retournèrent au presbytère et trouvèrent le révérend Giles dans son bureau, penché sur la même lettre qui avait attiré l'attention de Poirot quelques jours plus tôt. Le vicaire leva les yeux là. « Tu es allé voir les Carfax? »« Oui, dit Poirot, une famille tragique. Mais je dois demander, est-ce déjà arrivé un autre enfant dont le nom a disparu ou une cloche qui a sonné avant la mort? » Giles resta silencieux un long moment. « Il y a une histoire, dit-il finalement, vieille comme la chapelle. Les villageois l'appellent le son des oubliés. Superstition, ai-je toujours pensé. On dit que la cloche sonne lorsqu'une âme est réclamée sans le nom de Dieu,
que si un enfant meurt avant que son nom soit véritablement écrit, non pas sur du papier, mais aux yeux du ciel, il est perdu. Il esquissa un sourire amer. Ce n'est pas la semaine dernière, dédié à une certaine sœur Pauline. Son nom s'est tout simplement effacé, comme si le temps l'avait arraché de la pierre. Sais-tu qui elle était? Seulement qu'elle vivait ici il y a un siècle, dans un petit couvent qui se trouvait autrefois derrière la chapelle. Incendié, je crois. La foudre. Quelques religieuses ont péri. Leurs noms n'ont jamais été enregistrés. Le regard de Poirot s'aiguisa. C'est une curieuse omission. C'était en temps de guerre, expliqua le vicaire sans toutefois le convaincre. Les archives étaient égarées. Poirot croisa les mains. Mademoiselle Pauline, Lydia Marie Carfax. Des noms effacés, oubliés. Cette chapelle, je crois, monsieur le vicaire, est plus qu'une maison de Dieu. C'est une maison de secret. Il se leva. Demain, j'aimerais voir le clocher et puis le cimetière. Hastings parut surpris. Tu crois qu'on trouvera quelque chose parmi les pierres tombales? Poirot lui adressa un sourire sinistre. Si des noms disparaissent du livre de vie, mon ami, alors consultons le livre de la mort. Chapitre 3. Le tombeau sans nom. Le cimetière de Saint-Athanase se trouvait derrière la chapelle, bordé de murets de pierre marbrées de lichen. C'était le genre de cimetière anglais où le passé gisait en masse sur la terre. Les pierres tombales tordues par le temps, les inscriptions adoucies par le temps et les intempéries, et l'air lourd de silence. Les tombes les plus anciennes étaient regroupées au plus près du mur de la chapelle, comme si la proximité d'une pierre sacrée offrait un meilleur accès à l'au-delà. Poirot et Hastings arrivèrent juste après le petit déjeuner, la brume matinale s'accrochant encore au sol en nappe argentée. Le révérend Giles, son écharpe flottant librement autour du cou, les accueillit à la porte. « Vous cherchez quelque chose de spécifique ?» demanda-t-il en frottant ses mains gantées. Poirot hocha la tête. « Je cherche ce qui n'est pas là, monsieur Giles. L'absence est souvent plus révélatrice que la présence. » Le vicaire esquissa un sourire las et les conduisit à travers les rangées de tombes. Hastings suivait Poirot de près, veillant à ne pas marcher directement sur les tumulus. « La plupart des pierres anciennes sont illisibles, » a déclaré Giles. « Nous avons tenté de les préserver, mais les fonds sont limités, je le crains. »« C'est compréhensible, » dit Poirot en s'arrêtant devant une pierre particulièrement usée. Cicatrice linéaire, comme si quelqu'un avait délibérément effacé l'inscription. Le révérend Gilles fronça les sourcils. « Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille ?» Poirot se leva lentement. « C'est bien là la question, n'est-ce pas ?» Ils continuèrent leur chemin, une rangée puis une autre. Hastings devint de plus en plus inquiet en passant devant plus d'une douzaine de pierres tombales, toutes pareillement mutilées. Certaines étaient totalement vierges, d'autres ne portaient qu'un nom de famille ou une date partielle. Pourtant un schéma commença à se dessiner, et Poirot, toujours attentif à l'agencement subtil des faits, s'arrêta bientôt. « Celui-là, dit-il doucement. Voilà quelque chose. » La tombe en question était modeste, sa pierre tombale petite et sans ornement. Mais le sol tout autour avait récemment bougé. Le sol avait été remanié. Et plus curieusement, la pierre tombale ne portait aucune inscription, ni effacée ni rayée, mais parfaitement lisse, comme si elle n'avait jamais porté de nom. « Une tombe anonyme ?» demanda Hastings. « C'est courant ?»« Très rare, » dit Giles, « surtout ici. Même les villageois les plus pauvres recevaient un nom après leur mort. Cette tombe, elle ne devrait pas être ici. » Poirot s'accroupit et effleura le bord de la pierre de sa main gantée. « C'est un travail récent, dit-il.
Il date de moins d'1 an, je crois. Il se releva et regarda le vicaire droit dans les yeux. « Dites-moi, qui est enterré ici ?» Gilles secoua la tête. « Je ne sais pas. »« Vous ne gardez pas de carte des parcelles ?»« Oui, mais cette tombe n'y figure pas. » Il y eut un long silence. La voix de Poirot, lorsqu'elle se fit entendre, était très basse. « Alors c'est une tombe qui ne devrait pas exister. » Ils retournèrent à la chapelle peu avant midi. Un silence pesant planait sur le bâtiment, seulement interrompu par le grincement sourd de la girouette au-dessus du clocher. Poirot s'arrêta sur le seuil, levant les yeux en plissant. « Maintenant, Hastings, dit-il vivement, nous allons grimper. » Le révérend Gilles s'ouvrit la porte étroite au pied de la tour. Un escalier de pierre montait en spirale raide, luisant d'humidité et de vieillissement. Poirot ouvrit la marche, tapotant prudemment sa canne à chaque pas. La montée était étouffante. La poussière dansait dans les rayons de lumière qui perçaient les fenêtres à fente. La chambre des cloches, lorsqu'ils y arrivèrent, était plus froide que prévu. Un espace élevé et ombragé, avec la grande cloche de bronze se dressant en son centre telle une bête endormie. Poirot entra dans l'obscurité. « Pas de corde, dit-il. La cloche doit être actionnée par un mécanisme l'évier. » Le bois s'était usé, mais propre. Aucune rayure récente, aucune trace de manipulation. « Et pourtant, murmura-t-il, quelqu'un a sonné. » Hastings s'éclaircit la gorge. Serait-ce du vent? Poirot le regarda presque tristement. Le vent, Hastings, fait bien des choses, mais il ne saisit pas les leviers et ne sonne pas les cloches 12 fois à minuit. Il se retourna et entreprit un tour méticuleux de la pièce. Son regard se déplaça lentement, des motifs de poussière sur le sol jusqu'au coin abandonné depuis longtemps où un vieux crochet en fer était suspendu à une poutre. Puis il s'est arrêté. Près du mur, derrière une pile de recueils de cantiques inutilisés, se trouvait un petit objet en fer. Il se baissa et le récupéra. « Une clé, » dit Poirot. Elle était vieille, rouillée et ornée, pas une clé moderne, mais une clé de chapelle. Une clé qui aurait pu autrefois ouvrir des portes scellées depuis longtemps. Giles parut étonné. « Ce n'est pas à moi, je ne l'ai jamais vu. » Poirot le pesa dans sa paume, puis le plaça soigneusement dans une petite enveloppe. « Nous allons garder cela, » a-t-il déclaré. « Je crois que cela ouvre une voie importante. » Cet après-midi-là, de retour au presbytère, Poirot exposa ce qu'il avait recueilli jusque-là. Hastings regarda son ami arranger les faits comme sur un échiquier. « Nous avons, » commença Poirot, « un baptême disparu. Un enfant mort dans la nuit. Un nom effacé d'un livre saint. Une cloche qui a sonné sans témoin. Une tombe sans inscription. Une statue dont la plaque a disparu. Et maintenant, une clé qui ne mène nulle part. » Hastings hocha la tête. « Et tout ça en une semaine. » « Exactement. » Poirot tapota ses doigts. « Maintenant, réfléchissez, mon ami, à la psychologie de la chose. Un meurtrier tue par haine ou par peur, mais ce que nous voyons ici, c'est différent. C'est un lent effacement.
une destruction silencieuse de l'identité, une guerre non pas contre le corps, mais contre le non. L'espère, dit-elle, parce que j'ai trouvé quelque chose que tu devrais voir, quelque chose à propos de la tombe que tu as visitée ce matin. Poirot inclina la tête. « Entrez, mademoiselle. » Elle entra, retirant ses gants avec des mouvements précis. « Je consultais les registres funéraires, dit-elle. Le numéro 17, celui derrière le mur de la chapelle. D'après les cartes originales de 1865, ce lot était occupé par sœur Pauline Val. » Poirot se figea. « D'accord ? » ?»« Oui, dit-elle. Mon arrière-grand-tante. » Elle fouilla dans son manteau et en sortit un document fragile. « Mais voilà, monsieur Poirot. Sa tombe a été enregistrée, bénie et marquée. J'ai le dessin original, mais la pierre tombale, elle est vierge, et personne ne se souvient qu'elle ait jamais eu de nom. » Poirot prit le papier avec douceur. « Ta famille se souvient d'elle ?» L'Honorat parut peiné. « Non, juste moi. Les autres avaient oublié son existence, comme si elle avait été avalée. » Les yeux de Poirot se posèrent sur le document, puis se relevèrent pour rencontrer les siens avec une intensité nouvelle. « Vous êtes très courageuse de vous manifester, mademoiselle Val, dit-il doucement, car je crois que ce à quoi nous sommes confrontés ici n'est pas un meurtre, mais une campagne. »« Une campagne ?» répéta Hastings. « Oui, » répondit Poirot. « Une campagne délibérée visant à effacer certaines personnes de la mémoire, à les effacer. » Il tapota l'enveloppe contenant la clé de la chapelle, et je crois que cela commence et se termine avec ce qui se trouve derrière la porte scellée sous l'escalier de la chapelle. Chapitre 4. La porte qui ne devrait pas s'ouvrir. L'escalier sous la chapelle Saint-Athanase était plus froid que le cimetière lui-même. Il descendait en spirale, serré depuis une porte latérale oubliée derrière la sacristie, une porte scellée depuis si longtemps que la mousse avait franchi le seuil et pris racine dans les fissures. Peu de gens à l'Arcueudolo connaissaient ce passage, même le révérend Giles, gardien de l'église depuis plus de 10 ans, avoua ne l'avoir jamais ouvert. « Elle mène à l'ancienne crypte, dit-il avec inquiétude, tandis que Poirot, Hastings et Miss Lénora Val se tenaient devant la porte le lendemain matin. Ou ce qu'il en reste. Les archives suggèrent qu'elle a été murée après l'incendie, vous savez, quand le couvent a brûlé. Mais personne n'a osé y descendre depuis. » Poirot regarda la porte avec un mélange de respect et de dédain. Elle était en chêne, cerclée de fer, et de facture clairement médiévale. Il n'y avait pas de serrure visible, seulement une plaque de métal. Le mécanisme céda et la porte grinça lentement vers l'intérieur. Hastings jeta un coup d'œil en bas de l'escalier. « Plutôt sombre, » murmura-t-il. « En effet, » dit Poirot en sortant une petite lampe torche de la poche de son manteau. « Et il faut être prudent, mon ami, car parfois, ce n'est pas ce qui est dans l'obscurité qui nous effraie, mais ce dont nous souvenons. » Ils descendirent en file indienne, le faisceau lumineux rebondissant sur les murs de pierre humides. L'air sentait le vieux, le moisi, la poussière et une légère odeur plus douce, comme de l'encens laissé à pourrir. L'escalier débouchait sur un étroit couloir voûté et bordé de niches. Certains étaient vides, d'autres abritaient des sarcophages de pierre en ruine, dont le nom était trop effacé pour être lu. L'un d'eux s'était complètement effondré, le couvercle brisé sur le sol. Hastings le contourna avec précaution. « Seigneur, dit-il en écartant l'étoile d'araignée, ça doit être vieux de plusieurs siècles. » Lénora Val, marchant derrière Poirot, semblait mal à l'aise. « Ma mère m'a raconté un jour que les religieux étaient enterrés ici. Après l'incendie, l'église a scellé la crypte. On disait que les morts avaient été dérangés. »« Dérangés comment ?» demanda Poirot. Elle hésita.
Il y avait des rumeurs. On disait que quelque chose avait été invoqué ou que quelque chose s'était réveillé quand le feu s'était propagé. Ma mère disait que sa grand-mère se réveillait en hurlant certaines nuits, toujours le 30 octobre. 2 jours avant la mort de Lydia Carfax, murmura Poirot. Ils atteignirent le bout du couloir. Une petite chambre de pierre s'ouvrit devant eux, circulaire, avec un plafond en dôme supportant à peine son poids. Au centre se dressait un piédestal et dessus, un livre, un seul livre, non marqué, reliure en cuir foncé, fermé par un fermoir, sans titre, sans marquage, sans indication d'origine. Poirot s'en approcha avec une lenteur délibérée, il ne la toucha pas. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hastings. « Un livre, dit Poirot, qui ne veut pas être lu. » Mademoiselle Vale s'avança. « J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Ma grand-mère avait des dessins, des croquis des archives du couvent. Les religieuses parlaient d'un livre des ombres, un registre où étaient consignés les péchés trop graves pour être confessés publiquement, des noms effacés de l'histoire à dessein. » Disparition de l'enfant Marie-Claire sous un ciel sans lune. Non rayé par ordre de la prieure. Anne libérée. Il y eut un lourd silence. Lénora pâlit. Marie-Claire, ma grand-mère avait un médaillon gravé à ce nom. Elle disait que c'était sa sœur, mais personne d'autre n'en parlait jamais. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Poirot hocha gravement la tête. C'est un livre de noms disparus, des noms non oubliés mais effacés. Il a tourné une autre page. Joseph Marcus, accusé de vol dans le coffre de l'hôtel, casier radié, enterré dans un lieu secret. Une autre page. Isobel Denham, sage-femme, soupçonnée de blasphème lors de la naissance de jumeaux morts-nés, radiée du registre paroissial. Il tourna une dernière page et là, à l'encre la plus pâle, se trouvait la dernière entrée. Lydia Mary Carfax, baptême incomplet, nom effacé par une main invisible. Poirot a fermé le livre. La voix d'Hastings rompit le silence. « Vous voulez dire que ce livre est à l'origine des disparitions ?»« Non, » répondit lentement Poirot. « Ce livre n'est pas la cause, c'est le disque. Mais quelqu'un utilise les connaissances qu'il contient pour détruire l'identité. » « Mais pourquoi ?» Poirot se tourna vers eux, les yeux flamboyants. « Pour punir, dit-il, pour contrôler, peut-être même pour protéger. Il y a un esprit derrière tout ça, logique, rusé et cruel. Un esprit qui croit en l'effacement comme forme de justice. » Il s'approcha du mur et passa sa main sur la pierre. « Et je crois que tout a commencé avec sœur Pauline Vale. » Le visage de Lénora était indéchiffrable. « Tu penses qu'elle a commencé ça ?» Poirot se retourna. « Je crois qu'elle a été témoin d'un événement terrible, quelque chose qui l'a conduite, elle ou ses successeurs, à créer un système de destitution, un rituel. Et maintenant, quelqu'un poursuit son œuvre. » Lénora baissa les yeux. « Et Lydia alors, pourquoi l'effacer ?» « C'est ce que nous devons découvrir ensuite, » dit Poirot. Ils refermèrent la crypte, emportant le livre avec eux. Poirot insista pour qu'il soit conservé dans l'armoire verrouillée de la sacristie, sous surveillance. Alors qu'ils émergeaient dans la pâle lumière de l'après-midi, les cloches de la chapelle restèrent silencieuses, mais le vent s'était levé, agitant les feuilles mortes en de brèves rafales le long du chemin de gravier. De retour au presbytère, Poirot demanda au révérend, les yeux plissés. Poirot s'approcha tranquillement. « Mademoiselle Vale, dit-il, je dois vous demander quelque chose de délicat. » Elle le regarda. « Oui? Avez-vous déjà eu des trous de mémoire, des noms que vous connaissiez autrefois mais
dont vous ne vous souvenez plus maintenant? Elle hésita. Oui, murmura-t-elle. Une fille de l'école, une voisine, même une cousine, je crois. Je me souviens de visage, mais pas de nom. Poirot hocha la tête solennellement. Alors, je crois, mademoiselle, que vous êtes plus proche de ce mystère que vous ne le pensez. Et peut-être, il marqua une pause, plus proche du danger. Cette nuit-là, la cloche de Saint-Athanase sonna à nouveau, une seule fois, mais c'était suffisant. Au matin, un deuxième nom avait disparu du registre. Un homme nommé Alistair Pym, mari de la fille du boulanger, avait disparu du registre des mariages, comme s'il n'avait jamais marché jusqu'à l'hôtel. Et dans sa maison, sa femme s'est réveillée dans son lit, à côté d'un oreiller vide. Chapitre 5. L'homme qui ne s'est jamais marié. L'aube s'avançait à contre-cœur dans l'Arcoude Hollow, projetant de longues ombres sur les toits de chaume pentus et les champs pâles argentés par le givre. L'air matinal était cassant comme du verre, et tout aussi fragile, car il se brisa dans le bruit d'un cri. Hercule Poirot venait à peine de sortir de son lit au presbytère lorsque les coups frénétiques du vicaire retentirent dans le couloir. « Poirot !» s'écria Giles, la voix brisée par l'inquiétude. « Venez vite, Madame Pym, il s'est passé quelque chose d'effroyable. » Poirot était déjà en mouvement, la minutie sacrifiant momentanément à l'urgence. Hastings, ajustant toujours sa cravate, le suivit sans poser de questions. Ils atteignirent la maison du boulanger sur High Lane en moins de 5 minutes. Une petite foule s'était rassemblée à l'extérieur. Des villageois emmitouflés dans des châles et des manteaux, chuchotant, le visage tiré. La porte était ouverte et de l'intérieur s'échappaient les sanglots entrecoupés d'une femme sous le choc. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de farine et de chagrin. Madame Evelyn Pym était assise au bord de son lit, vêtue d'une fine robe de chambre, les cheveux en bataille et les yeux écarquillés par un chagrin si vif qu'il en stupéfiait les sens. Ses mains agrippaient une paire de lunettes à monture métallique légèrement tordue. « Mon mari !» s'étrangla-t-elle. « Il était là, à côté de moi, quand je me suis réveillée, parti. Papa vide. Il y avait une photo de nous du mariage et une de Torquay, murmura-t-elle. Je m'en souviens vraiment, mais elles sont vierges maintenant. Vide? Murmura Hastings, incrédule. Poirot les examina. Le papier photo était propre, intact, ni abîmé ni déchiré, juste vide. Votre certificat de mariage, demanda Poirot. Madame Pym cligna des yeux. Il a toujours été dans le tiroir près de la cuisine, Elle se redressa sur des jambes tremblantes et tituba vers le placard, ouvrit un tiroir et le fouilla. Elle sortit une feuille de parchemin. Voilà, ça devrait être là. Ses doigts parcoururent rapidement la page, puis s'arrêtèrent. Non, ce n'est pas là. C'est vierge. Poirot prit le papier avec précaution. Effectivement, l'en-tête restait. Paroisse Saint-Athanase, certificat de mariage. Mais là où auraient dû figurer les noms et les signatures, il n'y avait rien. La date était là, la ligne témoin, intacte. Mais le nom du mari avait disparu. « Vous souvenez-vous de la date de votre mariage ?» demanda doucement Poirot. « Le 12 octobre de l'année dernière. » Il hocha la tête. « Merci, madame. Vous êtes courageuse d'affronter cela. »« Je ne suis pas folle, » dit-elle, suppliante. « Je suis pas, il était réel. Alistair, il existait, il... » Poirot posa une main sur la sienne. « Madame, je vous crois, complètement. » Dehors, la lumière du matin s'était éclaircie, mais elle n'apportait aucune chaleur. Hastings secoua la tête. « C'est pire que ce que j'imaginais, Poirot. D'abord l'enfant, maintenant l'adulte. Quel genre de criminel fait disparaître des gens, histoire ?» Le visage de Poirot était tendu, grave. Ce n'est pas un crime passionnel ou lucratif, Hastings. C'est une campagne, une guerre menée non pas avec des armes, mais avec oubli. Ils sont en train d'être défaits. Tu veux dire tués? Pire encore, mon ami.
Un meurtre laisse une trace, un corps, un deuil. Mais ça détruit l'existence même. Le mari de Madame Pym n'a pas seulement disparu, il a été effacé. Même son souvenir est déchiré, fil par fil. Et elle seule s'en souvient. Oui, et comme pour l'enfant Lydia, se souvenait sa mère, seule, isolée. Ils marchèrent en silence pendant un moment, puis Poirot s'arrêta. « Hastings, l'as-tu entendu dire où elle a passé sa lune de miel? »« Torquay, n'est-ce pas? » Poirot hocha lentement la tête. « Alors il faut vérifier, tout de suite. » Ils se renseignèrent par téléphone auprès de la petite maison d'hôte dont Madame Pym se souvenait peu à peu, le Trelawney View Inn. L'aubergiste, une certaine Madame Sedgwick, deuxième lit. J'ai supposé qu'elle avait été abandonnée ou veuve. Elle a eu l'air triste toute la semaine. Poirot la remercia et mit fin à l'appel. Elle se souvient de son mari, dit lentement Hastings, mais personne d'autre ne se souvient, pas même l'auberge, et pas les registres, murmura Poirot. Il y a une tendance, Hastings. Ceux qui sont effacés, ils sont effacés à la fois de la mémoire privée et des archives publiques. Il ne reste qu'une seule personne qui se souvient d'eux, un témoin. De retour au presbytère, ils trouvèrent le révérend Giles, pâle et secoué. « J'ai vérifié le registre des mariages, dit-il aussitôt, là où j'ai moi-même inscrit le nom d'Alistair Pym. Il a disparu, tout comme celui de Lydia. » « Ce nom vous dit quelque chose? » demanda Poirot. « Alistair Pym était-il du coin? »« Non, il était du Dorset, je crois. Il était charpentier, discret. Je ne l'ai rencontré que 2 fois. » Poirot s'assit au bureau, les doigts croisés. Il doit y avoir un lien. Lydia, Alistair, sœur Pauline, tous séparés. Mais pourquoi eux? Il se tourna vers Miss Lenora Vale, qui était revenue avec un autre dossier de notes d'archives. « Mademoiselle Vale, votre arrière-grand-tante Pauline avait-elle des antécédents disciplinaires au sein du couvent? » Lenora cligna des yeux. « Je n'en ai trouvé aucune. Cependant, une rumeur circulait selon laquelle elle serait intervenue lors d'une punition. Elle aurait dénoncé la prieure. Quelque chose comme une pénitence injuste. »« Injuste » répéta doucement Poirot. Y avait-il un enfant impliqué? Je ne sais pas. Poirot se leva, soudain animé. Il y a un fil conducteur, un schéma de protection. Chacun des disparus était peut-être lié à l'injustice. Sœur Pauline a résisté. Lydia, une innocente. Et maintenant, Alistair. Peut-être savait-il quelque chose, ou protégeait-il quelqu'un. Un coup les interrompit. C'était le facteur, serrant une enveloppe cachetée. Il semblait visiblement nerveux. « Ceci est arrivé en avance, dit-il. Pas de cachet de la poste. Je l'ai trouvé au pied de la porte de la chapelle. » Poirot l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un fragment de parchemin déchiré, vieux, fragile. On pouvait y lire « Et leurs noms seront retranchés du livre de vie, comme des mauvaises herbes du jardin de la sainteté. La cloche sonnera pour les indignes, et le silence sera leur tombeau. » Aucune signature, seulement un léger insigne gravé dans la cire. Un calice entouré de vignes épineuses. Le clocher projetait sa longue ombre. « La prochaine disparition, dit-il d'un ton sombre, est peut-être déjà choisie. » Chapitre 6. La lettre oubliée. La receveuse de l'Arkwood Hollow était une femme robuste nommée Mavis Griggs, dont les robes fleuries et les boucles raides trahissaient un esprit vif comme un sécateur. Elle était la gardienne de chaque scandale chuchoté et de chaque télégramme égaré dans le hameau, et bien qu'elle ouvrit rarement la bouche sous l'effet de la surprise, ce matin-là, elle se tenait derrière son comptoir postal avec une raideur inhabituelle. « Elle était là quand je l'ai ouverte, » dit-elle à Poirot en posant une enveloppe jaunie sur le comptoir. Pas de timbre, pas de nom, juste ça. Poirot examina l'enveloppe. Elle était scellée à la cire, vieille et friable, et portait le même insigne de calice et d'épines que le parchemin anonyme reçu la veille. Mais celle-ci avait un destinataire.
à livrer à mademoiselle Lénora Veil, et aucun autre. Lénora, debout à côté de Poirot, pâlit. « À moi ?» Poirot hocha la tête. « Ouvrons-la ensemble, d'accord ?» Il brisa le sceau avec précaution et déplia la page unique qu'il contenait. L'écriture était élégante et désuète, l'encre brunie par le temps, mais toujours lisible. « Enfants de la lignée, vous empiétez sur les chemins depuis longtemps enterrés. Le voile a été tiré pour protéger, pas pour punir. Laissez la chapelle tranquille. Vous soyez réduits au silence comme les autres. Les sœurs restent, même si nous ne portons pas le voile. S. M. » Le silence s'installa. Hastings émit un léger sifflement. « C'est une menace ?»« En effet, » dit Poirot calmement. « Et un avertissement. » Lénora croisa les bras, mais sa voix tremblait. « Ils savent que je suis impliqué. Ils me surveillent. »« Oui, » répondit doucement Poirot. « Ce qui signifie que vous êtes proche de quelque chose qu'ils ne souhaitent pas voir découvert. » Il rangea soigneusement la lettre dans sa poche. « Venez, mes amis. Il est temps que nous parlions à quelqu'un qui s'est longtemps caché derrière le silence. La dernière personne vivante qui pourrait se souvenir du couvent avant l'incendie. » Mademoiselle Ivy Trimble avait 102 ans, et la plupart du temps, elle ne se souvenait que de 3 choses. Que le sucre était un poison, que son frère s'était enfui avec une méthodiste, et que la cloche de Saint-Athanase ne devait jamais sonner après la tombée de la nuit. Elle vivait dans une petite maison en pierre près de la limite du village, sous la surveillance d'une nièce qui prétendait qu'Ivy n'avait pas prononcé une seule phrase depuis 5 ans. Mais lorsque Poirot fut introduit dans son salon renfermé, les yeux embrumés de la vieille femme se fixèrent sur lui avec une clarté soudaine et troublante. « Poussière !» Poirot s'inclina. « Madame, je suis très flatté. Je ne recherche que la vérité. »« dit mademoiselle Trimble, en s'appuyant contre un coussin brodé. « C'est ce qu'ils disent tous. » Il s'assit en face d'elle, jetant un coup d'œil à la pièce, encombrée, sombre et remplie de faibles échos de dentelle et de lavande. « J'ai des questions sur le couvent, dit-il, sur sœur Pauline Val. » Ses yeux se plissèrent. « Pauline, voilà un nom qui fait mouche. Tu te souviens d'elle ? » « Plus que je ne le voudrais, » dit-elle d'un ton sombre. « C'est elle qui a essayé de les arrêter. Celle qui a entendu les cris. » Poirot se pencha. « Quels cris ? » Les enfants, dessous la chapelle. Les sœurs disaient que c'était le vent. Mais Pauline, elle, savait. Pourquoi les sœurs cacheraient-elles une telle chose ? La vieille femme rit amèrement. Le couvent gardait les secrets comme un chat garde les puces. Il y avait une pièce sous la chapelle, une chambre de punition, comme on l'appelait. On disait que c'était une pénitence, mais Pauline disait que c'était de la cruauté. Lénora prit la parole pour la première fois. « Ma grand-tante a essayé de protéger quelqu'un, n'est-ce pas ? Elle l'a fait. Une fille de l'orphelinat, Marie-Claire, une enfant intelligente. Pauline a essayé d'empêcher les rites. Elle a dit qu'il s'égarait. La semaine suivante, un incendie a ravagé les dortoirs. Pauline est morte, du moins c'est ce qu'on a dit. « Avez-vous vu son corps ? » demanda doucement Poirot. Personne ne l'a fait, juste un cercueil fermé, et je n'ai jamais vu de tombe portant son nom. Le visage de Poirot se durcit. Alors, peut-être que sœur Pauline n'est pas morte du tout. Le regard d'Ivy se posa sur Lénora. Si elle a survécu, alors c'est elle qui est derrière tout ça. Elle en savait trop. Poirot se leva lentement, ou peut-être que quelqu'un d'autre utilise son nom, sa mémoire, pour achever ce qu'elle a refusé de commencer. De retour au presbytère,
Poirot rassembla ses notes sous la lumière ambrée d'une lampe de bureau. Un froid glacial s'était installé dans la pièce, et Hastings leur servit à tous deux du thé sucré. « Nous avons maintenant 3 disparitions, » a déclaré Hastings. Lydia a arrêté. Elle a probablement caché le livre sous la chapelle et quelqu'un d'autre l'a maintenant retrouvé. Poirot jeta à nouveau un coup d'œil à l'enveloppe scellée. S. M. Sœur de la Miséricorde, ou peut-être quelqu'un agissant sous ce nom. Leonora fronça les sourcils. Mais qui croirait encore à leur rituel? On est au XXe siècle. Ah, dit doucement Poirot. Vous prenez cela pour de la folie? Mais non, je crois que c'est déterminé. Une doctrine portée par quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un ayant accès à l'Église, aux archives. Il s'arrêta. Et quelqu'un qui a peur d'être exposé. Plus tard de la nuit, Poirot ne put pas dormir. Il arpentait les couloirs froids du presbytère, sa robe de chambre serrée, une bougie à la main. Le vent s'était levé, hurlant à travers les combles, comme une voix cherchant à former des mots. Il s'arrêta près de la porte de la sacristie. Quelque chose n'allait pas. L'armoire où le livre des ombres avait été verrouillé était ouverte, et le livre disparut. Poirot resta immobile. Puis, sans se retourner, il dit « Qui que vous soyez, vous êtes tout prêt maintenant. Mais je vous préviens, je n'ai jamais perdu une affaire. Et je n'ai pas l'intention d'en perdre une à cause d'un fantôme. » Chapitre 7. Le secret sous le vitrail. Le lendemain matin commença avec une tension si intense qu'elle semblait se dissiper dans le brouillard. Larkwood Hollow avait la même apparence. Du lierre accroché aux cheminées, des moutons broutant somnolemment sur les collines. Mais pour ceux qui avaient vu le livre des ombres, le village ressemblait désormais à un échiquier. Le livre disparu n'était pas un vol accidentel. Quelqu'un les observait. Quelqu'un à portée de main. Le révérend Giles se tenait le visage pâle dans la cuisine du presbytère, tandis que Poirot remuait son café du matin. « J'étais le seul à avoir la clé, » dit-il pour la 3e fois. « Je l'ai verrouillé moi-même et le tiroir n'a pas été forcé. Je l'aurais remarqué. » Poirot hocha la tête. « Alors peut-être quelqu'un a utilisé une clé tresse comme le tien, ou ta clé elle-même, » ajouta Hastings. « Pendant que tu dormais ?» Le vicaire rougit. « Je le garde sous mon oreiller. » Poirot haussa un sourcil. « Un endroit dangereux, mon ami. » Pour les clés, la chambre était scellée, non. Miséricorde par l'oblé. Que Pauline nous pardonne. Cela ressemble à une confession, a déclaré Hastings. Poirot appuya sur le mot miséricorde. Cela se lit comme un abandon. Ils avaient honte, ils avaient peur. Mais quelqu'un a lu cela non pas comme un avertissement, mais comme une instruction. Peu avant midi, Poirot demanda à être laissé seul dans la chapelle. Il se tenait sous le haut plafond voûté de Saint-Athanase, traçant du regard les lignes de l'édifice. La poussière filtrait dans l'air comme un parchemin flottant, et la lumière qui traversait les vitraux peignait la pierre de nuances de pourpre, d'or et d'indigo profond. Il y avait 12 fenêtres. Chacune d'elles représentait un saint, leur nom inscrit en lettres gothiques sur des rouleaux de verre. Poirot parcourait lentement le périmètre. Saint Matthieu, Sainte Agathe, Saint Georges, Sainte Cécile. Mais la 11e fenêtre, celle située directement en face de l'autel, était différente. Ce n'était pas du tout un saint.
Elle représentait une religieuse agenouillée devant un livre vert, entouré de roses blanches et d'un calice en argent. Son visage était tourné vers le bas, obscurci par l'ombre. L'inscription en dessous était usée, presque illisible. Il s'est rapproché. Le nom, Sœur Pauline. Mais quelqu'un, et non le temps, avait trafiqué le verre. Le nom avait été gratté, à peine perceptible sous les rayures superficielles. Les yeux de Poirot se rétrécirent. Il sortit un mouchoir de sa poche, le plia et le pressa doucement contre le bas de la fenêtre. De l'autre main, il tapota le rebord de pierre en dessous. Creux, il s'agenouilla, inspectant la petite crête où le verre rejoignait la maçonnerie. Une fine couture, presque invisible, courait tout autour du cadre. Avec des doigts gantés, il appuya. Un clic. Le panneau pivota légèrement vers l'intérieur. Poirot sourit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Viens donc, » murmura-t-il. « Voyons ce que Sœur Pauline a vraiment laissé derrière elle. » Le compartiment secret contenait une étroite boîte en bois, simple, teintée de noir, fermée par un fermoir semblable à celui du livre des ombres. Mais cette fois, Poirot n'eut pas besoin de la briser. La même clé rouillée du clocher s'adaptait parfaitement. À l'intérieur se trouvaient deux objets. La première, une lettre, adressée non pas à une personne, mais à celui qui se souvient encore. Le deuxième, une photographie. De couleur sépia, elle était pliée en deux. Un groupe de 6 femmes se tenait devant les marches. Si vous avez trouvé ceci, cela signifie que mon dernier effort n'a pas été vain. Les autres croyaient que le silence était synonyme de miséricorde. Ils avaient tort. L'enfant qu'il punissait, Marie-Claire, n'était pas maudite mais douée. Elle se souvenait des noms des oubliés. Elle voyait ceux que d'autres choisissaient d'effacer. La prieure la craignait, comme elle craignait tout ce qui ne pouvait être contrôlé. Ils l'ont enfermée en bas. J'ai essayé de les en empêcher. L'incendie n'était pas accidentel. Je me suis échappé, mais mon nom a été enregistré. Je me suis caché derrière le voile de la chapelle. Aujourd'hui encore, je vis parmi les pierres. Je ne laisserai pas un autre enfant souffrir pour le péché du silence. Mais je suis vieux maintenant. Si tu veux terminer ce que j'ai commencé, tu dois aller au puits sous le jardin. La vérité y sommeille, attendant d'être à nouveau nommée. Pauline Val. Poirot resta immobile. Puis il plia la lettre et la plaça soigneusement à l'intérieur de son manteau. Ce soir-là, il réunit Hastings, Lenora et le révérend Giles dans la sacristie. Il ne s'est pas assis. « Il y a des forces ici, » dit Poirot, « non pas surnaturelles mais humaines, dangereuses et précises. » La disparition de Lydia Carfax n'était pas le fruit du hasard. L'effacement d'Alistair Pym non plus. Ces actes sont liés par plus que le temps. Ils sont liés par lieu. Il a montré le plan du terrain de la chapelle. Il y a un puits désaffecté sous le jardin. On le disait sacré. Je crois que c'est autre chose, une cachette. Peut-être pour ceux que les sœurs condamnaient. Peut-être pour ceux qui échappaient. Le révérend Giles semblait profondément mal à l'aise. Mais s'il y avait des restes ou des disques, ajouta Lenora. Poirot hocha la tête. Exactement. L'un ou l'autre serait fatal à celui qui porte désormais le flambeau des effacés. Car s'il existait des preuves de la survie de Sœur Pauline ou de Marie-Claire, tout serait démantelé. Et quelqu'un est prêt à tuer ou à disparaître pour le protéger, a déclaré Hastings d'un ton sombre. Oui, dit Poirot. Et cette personne est proche, très proche. Ils arpentent ces couloirs. Ils arborent des sourires polis. Et ils savent que nous sommes désormais dangereusement proches de la vérité. Il se tourna vers Lenora. Tu dois venir avec moi. Tu es le seul descendant vivant de Pauline Val. Le puits ne s'ouvrira peut-être que pour un d'accord.
Lénora déglutit d'une voix murmurée. Recouvert de lichen, avec un anneau de fer fixé sur le côté. Un couvercle rond en bois déformé et cloué était posé dessus. Poirot posa sa main sur le bois. « Les noms, dit-il doucement, sont l'architecture de la mémoire. Quelqu'un a tenté de déconstruire cette structure. Mais la vérité, mes amis, la vérité résiste à l'effacement. » Il se tourna vers Lénora. « Es-tu prêt ?» Elle hocha la tête, prit l'anneau de fer et tira. Le couvercle gémit et s'ouvrit. L'air qui venait d'en bas était frais, terreux, et en dessous, un parfum légèrement sucré, comme des fleurs séchées. Une échelle descendait dans l'obscurité. Poirot regarda les autres. « Venez, dit-il. Voyons qui attend qu'on se souvienne de lui. » Chapitre 8. Les noms gravés dans la pierre. La lanterne projetait un cercle de lumière vacillante, tandis que Poirot descendait les barreaux de fer dans le puits. Les murs de pierre étaient glissants de condensation, et chaque craquement de l'échelle résonnait dans le creux comme un murmure cherchant à s'échapper. Derrière lui venait le Nora Vale, ferme malgré le poids de la vérité qu'il cherchait. Hastings le suivait, le souffle court et prudent, tandis que le révérend Gillet hésitait au-dessus, fixant l'obscurité avec une peur manifeste, mais sans protester. Le fond n'était pas ce à quoi il s'attendait. Au lieu d'une fosse ou d'un bassin d'eau, la base du puits s'ouvrait sur une petite caverne. Peut-être une partie d'une fissure naturelle autrefois détournée pour l'eau bénite, puis oubliée. Le sol était inégal, fait de terre battue et de pierres brisées. L'air était lourd, chargé d'une odeur de poussière, de temps et d'une odeur ancienne et florale, de la lavande séchée peut-être. Lénora balayait sa lanterne autour d'elle. « Oh » souffla-t-elle. Là, gravé dans les murs de pierre, dans une écriture gothique minutieuse, se trouvaient noms. Des dizaines. Pas de date, pas d'épitaphe. Juste des noms, prénoms et noms, profondément marquants. Certains familiers, d'autres non. Marie-Claire Vale, Isobel Denham, Joseph Marcus, Pauline Vale, et au centre même, Lydia Mary Carfax. Poirot s'avança, l'air indéchiffrable. Il posa une main gantée sur le nom de l'enfant. « C'est ici, » dit-il doucement. Elle était ici. Pas physiquement peut-être, mais intentionnellement. Quelqu'un a apporté son nom aux autres. Hastings se retourna, les yeux écarquillés, qu'il condamnait. Il les a gravés dans la pierre pour qu'ils ne tombent pas dans l'oubli. Ils restèrent silencieux. Puis Poirot remarqua autre chose. Au fond de la caverne, à moitié enfoui sous les décombres et les racines, se trouvait un cercueil en fer. Il s'approcha et balaya la terre avec sa canne. « Aidez-moi, Hastings. » Ensemble, ils libérèrent la petite boîte. Les charnières grinçaient en signe de protestation et le couvercle finit par céder. À l'intérieur se trouvaient plusieurs rouleaux étroitement enroulés, reliés par un ruban noir. Lénora en déroula un avec précaution. « C'est une confession, » murmura-t-elle, écrite par une des sœurs, sœur Marguerite. Elle y avoir vu des enfants être emmenés sous la chapelle, non pas pour les punir, mais pour faire pénitence. Certains ont été maintenus dans l'obscurité pendant des jours, d'autres ont disparu. Poirot lui par-dessus son épaule, ses yeux brillants de compréhension. Nous l'avons appelé le salut, le parchemin lu. Nous avons cru la prieure. Nous pensions les aider à oublier leurs péchés. Mais lorsque Marie-Claire a commencé à nommer les autres, lorsqu'elle a dit se souvenir de ceux qui avaient été enlevés, la prieure lui a ordonné de se taire. C'est alors que sœur Pauline s'est retournée contre nous.
C'est alors que l'incendie a commencé. C'était délibéré, a déclaré Poirot. L'incendie n'était pas accidentel. Il visait à détruire les preuves et ceux qui savaient. Et pourtant, Pauline a vécu, murmura Lénora. Elle a vécu et elle a construit cet endroit. Poirot hocha la tête. Oui, et quelqu'un, maintenant, est en train de détruire son œuvre. Hastings expira. Donc, ceux qui ont volé le livre des ombres, ils suivent le prieur et ordre, au faire semblant, et Poirot d'un ton sombre. C'est peut-être du fanatisme, c'est peut-être du pouvoir, mais ce n'est pas simplement de la folie. Ces doctrines tianguent à travers le temps. Soudain, Lénora pâlit. Mon nom, dit-elle, est-il inscrit sur ce mur? Poirot et Hastings parcoururent les gravures. Des dizaines de noms y figuraient, certains partiellement effacés, mais aucun ne portait la mention Lénora Vale. Non, répondit doucement Poirot, et c'est peut-être la seule raison pour laquelle vous êtes encore en vie, mademoiselle. Ils sortirent depuis du jardin juste après le coucher du soleil. La lumière déclinait rapidement, le ciel mauve et orange au-dessus du toit. Main de Poirot est signé par le révérend Giles. Elle disait « Avis à la paroisse de Larkwood Hollow. Une enquête complète sur les archives et les pratiques historiques de Saint-Athanas aura lieu demain, sous la supervision du Conseil diocésain de l'Église d'Angleterre. Tous les documents relatifs au baptême, aux enterrements et au fonctionnement du couvent doivent être examinés publiquement. Les témoins sont invités à se manifester avant que leur nom ne soit effacé à jamais. » Le révérend Giles l'a lu 2 fois avant de la poser sur la porte. « Ils viendront, dit-il doucement, ou ils essaieront de l'arrêter. »« Oui, répondit Poirot. Quoi qu'il en soit, le voile se lèvera. » Juste avant minuit, Poirot se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant le clocher de la chapelle. Le vent s'était à nouveau levé. Hastings le rejoignit, enveloppé dans sa robe de chambre. « Tu crois qu'ils vont frapper à nouveau? » La voix de Poirot était calme. « S'ils croient que quelqu'un d'autre doit être effacé avant demain matin, alors oui, ils le seront. À votre avis, qui sera le prochain? » Poirot se retourna. « C'est précisément ce que je veux découvrir, Hastings, ce soir. » Il s'approcha du bureau et disposa à nouveau les documents. Les noms disparus, les dates, les lignées familiales, les gravures dans la caverne, le livre des ombres, la menace qui pesait sur Lénora, et puis enfin la phrase de la lettre anonyme. « Nous ne portons pas le voile. » Il fixa ces mots. Soudain, son visage a changé, il s'est levé rapidement. « Viens, Hastings, il faut aller à la chapelle tout de suite. Il y a déjà quelqu'un à l'intérieur. » Ils arrivèrent quelques instants plus tard, leur lanterne perçant l'obscurité croissante. La chapelle était ouverte. À l'intérieur, près de la chaire, se tenait une silhouette vêtue d'un long manteau noir. Ce n'est pas un habit de nonne, mais c'est quand même familier. C'était mademoiselle Edwina Cole, la gouvernante de la chapelle. Elle se tourna lentement, le visage pâle, les lèvres tremblantes. « Je les ai suppliés, dit-elle doucement, de ne pas me laisser faire. Je ne suis que la dernière main, la dernière observatrice. » Poirot s'avança. « Vous avez préservé le rituel. Je n'ai tué personne, murmura-t-elle. J'ai simplement suivi ce qui était écrit. La cloche, le nom, le registre. Mais ensuite, cette fille est arrivée, Lénora. Elle posait les questions. Je me suis dit qu'en effaçant que l'apex demeure. Puis elle s'avança et s'effondra évanouie au pied de Poirot. Chapitre 9. La voilée sans voile.
Mademoiselle Edwina Cole resta inconsciente près de 10 minutes, et pendant ce temps Poirot bougea à peine. Hastings était allé chercher de l'eau et le révérend Giles était arrivé avec des sels odorants, mais Poirot resta agenouillé, non pas paniqué, mais plongé dans une contemplation silencieuse. Quand Edwina s'est enfin réveillée, clignant des yeux vers le haut plafond voûté de la chapelle, elle semblait étourdie, comme si elle s'était réveillée non pas d'un évanouissement, mais d'une transe. « Où suis-je » murmura-t-elle. « Dans la maison de Dieu, » dit doucement Poirot. « Mais je crains que quelqu'un n'en ait fait une maison de silence. » Elle se redressa avec l'aide d'Hastings et regarda autour d'elle, perplexe. « Que s'est-il passé ?»« Tu t'es effondré. Après avoir avoué ton rôle, dit Poirot d'un ton neutre, tu as sonné, tu as effacé le nom de Lydia, tu as dit que tu étais le dernier observateur. » Sa bouche resta silencieuse un instant, puis elle laissa tomber son visage dans ses mains. « J'ai simplement fait ce qu'on m'a dit. »« Par qui ?» demanda Poirot. Ses mains retombèrent et elle le regarda avec des yeux creux. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu de visage, seulement des lettres. Des instructions glissées sous la porte de la chapelle, toujours dans la même enveloppe, cachet de cire. Le calice et les épines. » Hastings et Lénora échangèrent des regards. Poirot plissa les yeux. « Depuis combien de temps les recevez-vous ?»« 3 ans, toujours avant la Toussaint, toujours à me répéter qu'il fallait effacer un nom, sinon l'obscurité retomberait. Il disait que si je refusais, tout le village en souffrirait. » Poirot se leva lentement. « Et vous les avez crus ?» Elle avait l'air honteuse. « J'avais peur, et je me suis dit qu'ils savaient peut-être mieux, qu'il s'agissait d'un secret de l'Église, d'un ordre sacré que je n'étais pas censé comprendre. » La voix de Poirot s'adoucit. « Vous avez été manipulée, mademoiselle. Mais il est temps de rompre votre silence. Vous avez dit que quelqu'un d'autre avait effacé Alistair Pym. Quelqu'un en robe sans robe. Que vouliez-vous dire ?» Edwina frissonna. « Je voulais dire quelqu'un à l'ordre, mais pas visiblement. Quelqu'un qui se cache à la vue de tous. Ils ont du pouvoir, de l'influence. » Elle regarda le révérend Giles qui se raidit mais ne dit rien. « Pas lui, » dit-elle rapidement, « mais quelqu'un qui parle avec autorité. » Poirot recula, pensif. Puis il dit « Retournons au presbytère. Cette chapelle n'est pas... » était assise à l'écart, inhabituellement silencieux. Poirot fit les 100 pas un moment avant de parler. « Il y a une doctrine à l'œuvre ici, un système de croyances transmis, adapté et dissimulé derrière les voiles du langage de l'Église. Il prétend servir la miséricorde par l'oubli, mais ce qu'il sert en réalité, c'est contrôle. » Il se tourna vers Edwina. « Quelqu'un a utilisé tes mains, mais d'autres aussi. Tu n'es pas le premier, seulement le dernier. » Elle leva les yeux. « Alors, qui était avant moi ?» Poirot ouvrit son carnet. Qui que ce soit, il avait accès à l'Église, aux archives et à la peur. Nous savons maintenant que les effacements visent ceux qui témoignent, ceux qui se souviennent. Lydia Carfax était une enfant dont le nom était particulièrement présent, peut-être prophétique. Alistair Pym a peut-être découvert quelque chose, et Lénora, il la regarda avec avertissement. Vous êtes traqués, non pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous pourrez révéler. Lénora hocha la tête. Je comprends. Poirot se tourna vers Hastings. Mon ami, je dois te demander quelque chose de difficile. Bien sûr. Vous devez retourner au jardin, au puits. Je crois qu'il y a un autre document qui nous a échappé, quelque chose sous la terre, dans le compartiment du cercueil. Tu penses que c'est important? Je pense que c'est crucial, dit Poirot, et cela nous fera gagner du temps. J'ai l'intention de tendre un piège, qui n'attrapera pas les mains, mais les esprits derrière ces disparitions.
Tandis que Hastings partait avec une lanterne et une pelle, Poirot retournait à la chapelle, cette fois seul. Il emportait avec lui la lettre de sœur Pauline et une seule photographie du groupe du couvent, désormais pressée entre deux vitres. Il s'agenouilla devant l'autel et plaça les deux objets sous la chaire. Et puis il attendit. La chapelle restait plongée dans l'obscurité, à l'exception du clair de lune qui filtrait à travers les vitraux. Le temps passait. Poirot ne bougeait pas. Il était presque 2 heures du matin quand il a entendu un pas doux, le bruissement du tissu, et puis une silhouette sortit de derrière le rideau de la sacristie. Pas Edwina, pas une religieuse. C'était l'archidiacre William Sweetin, le fonctionnaire d'Exeter venu quelques jours plus tôt pour examiner les archives du diocèse. Un homme vénéré, poli, au-dessus de tout soupçon. Ses yeux brillaient. Cet endroit est souillé, il l'a toujours été. Les sœurs étaient folles, mais elles ont compris quelque chose d'essentiel. L'âme doit oublier pour survivre. Certains souvenirs pourrissent de l'intérieur. Poirot se leva. « Vous avez assassiné ces gens. »« Je les ai effacés, » corrigea Sweden. « L'effacement est une forme de miséricorde. » Pauline n'a jamais compris. Elle a conservé des noms qui n'auraient jamais dû être retenus. Il s'avança, une fureur froide dans la voix. On pense que nommer les morts protège les vivants, mais cela les condamne. Plus le souvenir persiste, plus il s'envenime. Le rituel est le remède. La voix de Poirot était calme. Et Leonora ? Elle est la brèche finale, dit-il. Le sang de Pauline, la clé ultime. Une fois réduite au silence, le cycle prend fin. La chapelle tombera en ruine et le passé s'endormira enfin. Et tu en seras le gardien, murmura Poirot. Un meurtrier devenu prêtre. Sweden sourit. Personne ne te croira. Poirot lui rendit son sourire, calme et parfait. « Ah, mais je n'ai jamais eu besoin de croire, monsieur, seulement de la vérité. » À ce moment-là, la porte latérale s'ouvrit brusquement et Hastings entra, une lanterne à la main suivie de Leonora et du révérend Giles. Et derrière eux, 2 gendarmes d'Exeter. Poirot s'écarta. « Le bon archidiacre s'est confessé, dit-il. » Swethin pâlit. « Vous, tu n'as pas pu t'empêcher de parler, dit Poirot. C'est ta faiblesse, le désir de justifier. » Les gendarmes sont intervenus. « William Swethin, » a déclaré l'un d'eux, « vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, falsification de registres paroissiaux, obstruction à l'enquête ecclésiastique et implication présumée dans la mort de Lydia Carfax et d'Alistair Pym. »« Tu ne peux rien prouver, » rétorqua Swethin. « Non ?» Poirot souleva un parchemin. « Le dernier parchemin du cercueil, signé de votre propre main, daté d'il y a 23 ans. Vous avez été la première à prendre le voile sans le voile, et maintenant, vous prendrez place parmi les personnes nommées dans ta jugement. » Chapitre 10. Les noms dont on se souvient. L'arrestation de l'archidiacre William Swethin provoqua une onde de choc silencieuse à Larkwood Hollow. Il n'y eut ni scandale ni annonce publique. Poirot s'en chargea. Les agents l'emmenèrent discrètement, à la faveur de l'aube, leurs pas silencieux sur le chemin gelé. Les villageois ne le virent pas, même si certains diront plus tard avoir senti quelque chose quitter la chapelle ce matin-là, une présence, ou peut-être une pression, enfin levée. Vers midi, le bruit. Révérend Giles se tenait derrière la chaire, l'air plus serein qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Leonora Veil était assise au premier rang, les mains jointes, mais ne tremblant plus. Hastings attardait aux côtés de Poirot, le front plissé avec cette expression familière, mi-admiration, mi-incertitude. Poirot s'avança. « Certains, commença-t-il, croient que l'oubli est une forme de guérison, qu'oublier la douleur, la honte ou la culpabilité, c'est se purifier. Mais oublier, poursuivit-il, n'est pas une guérison, c'est une fuite. La blessure suppure sous le pansement. » Il se tourna vers les noms gravés désormais affichés sur un long rouleau de tissu,
copié par Lénora dans la chambre du puits. Ces personnes étaient oubliées. Lydia Marie Carfax, Alistair Pym, Marie-Claire Vell, Sœur Pauline elle-même. Tous ces noms ont été effacés des livres, des mémoires et des prières, par ceux qui croyaient que le silence pouvait préserver la sainteté. Poirot marqua une pause, puis leva le menton. Mais il n'y a pas de sainteté dans l'effacement, seulement de la peur. Il y avait un silence dans la chapelle, celui qui résonnait plutôt que de raisonner. Hastings prit la parole. « Mais l'Église rétablira-t-elle leur nom? Sur le papier, je veux dire. » Le révérendier hocha lentement la tête. « Ils le feront. J'ai déjà écrit au diocèse. Le baptême de Lydia sera rétabli. Le mariage d'Alistair sera enregistré. Et les autres, aussi loin que nous puissions remonter, seront inscrits dans un nouveau registre commémoratif. Ce n'est peut-être pas ce qu'ils méritaient, mais c'est déjà quelque chose. » Poirot esquissa un léger sourire. « Ce n'est pas la justice par la loi, mais c'est la justice par la mémoire. » Lénora se leva alors, la voix claire. « Mon arrière-grand-tante a essayé de les protéger. Elle a vu ce qui se passait et s'est battue. Elle n'a pas brûlé avec le couvent. Elle a survécu et a consacré le reste de sa vie à la mémoire de ceux qui étaient réduits au silence. » Poirot hocha la tête. « En effet, Sœur Pauline Vell n'était pas une martyre. C'était une témoin. Et son héritage vit en vous, mademoiselle Vell. » Elle baissa la tête, les larmes coulant mais ne descendant pas. Cet après-midi-là, Poirot et Hastings traversèrent à nouveau le village. C'était calme, paisible, comme cela ne s'était pas produit depuis longtemps. Le plus étrange, dit Hastings en passant devant la boulangerie, c'est que les villageois ne semblent pas se souvenir d'Alistair Pym, même maintenant. Ils le feront, répondit. Était apposé sur le poteau, sable éclair, la chapelle Saint-Athanase, dédiée à ceux dont les noms ont été pris, et à la mémoire de Sœur Pauline Vall. Le nom est l'encre de l'âme. Hastings le lut à voix haute, doucement. Puis il regarda Poirot. Et la chapelle maintenant? Y aura-t-il encore des gens après ce qui s'est passé? Poirot hocha la tête. Je crois qu'ils viendront plus souvent que jamais. Non pas pour oublier, mais pour se souvenir. Ce soir-là, Poirot prépara sa valise avec la précision habituelle. Ses chaussettes étaient alignées par teinte, son blaireau niché dans sa pochette en soie, et sa montre de poche en argent poli comme un miroir. Pour Hastings, bien sûr, c'était une autre histoire. Il cherchait encore un bouton de manchette manquant et se plaignait de sa veste froissée. « Je dis, Poirot, cette affaire ne ressemblait à aucune de celles que nous avons connues. »« Oui, Hastings, c'était une question de mémoire, de nom, de ce que signifie être connu. » Hastings se gratta la tête. « Mais je ne comprends toujours pas comment tu fais, pensait c'était l'archidiacre Suisin. » Poirot s'arrêta, savourant le moment. « Ah, mon ami, c'était le détail, comme toujours. Il arriva la veille du baptême de Lydie. Il prétendit avoir été envoyé par le conseil diocésain, mais il n'en avait aucune trace. Ses vêtements étaient corrects, mais sa croix était d'un modèle ancien, antérieur à la Réforme. Une touche de théâtre, peut-être, son discours, si parfait qu'il semblait exercer. Et quand j'ai vu que le sceau du livre des ombres correspondait aux lettres qu'Edwina avait reçues, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se révèle. Et il a avoué, n'est-ce pas, dit Hastings. C'était vraiment quelque chose. Poirot s'autorisa un sourire satisfait. C'est toujours le cas, Hastings. Quand le mensonge repose sur le silence, le besoin d'explication devient irrésistible. Hastings soupira. C'est bizarre, je n'arrête pas de penser à la cloche. Crois-tu qu'elle sonnera à nouveau? Poirot regarda par la fenêtre vers la tour de la chapelle. Non, dit-il, je pense que la cloche a rempli son devoir. Elle a sonné pour ceux dont les noms ont été volés. Maintenant, ils sont rendus. La chapelle retrouvera le silence, non pas de peur, mais de paix. Cette nuit-là, la cloche n'a pas sonné, mais le registre de la sacristie indiquait une nouvelle page,
fraîchement ancré, soigneusement écrit par le révérend Giles sous le titre « Les noms dont on se souvient ». Lydia Mary Carfax, Alistair Pym, Marie-Claire Vell, Pauline Vell, Isabelle Denham, Joseph Marcus. Noms effacés par le temps mais par la peur, remémorés par le courage. Chapitre 11. Le reflet d'Hercule Poirot. Résolution tranquille. Il exigeait ce qu'il appelait son heure de réflexion. 1 heure de réflexion. Jamais sauté, jamais précipité. Pour Poirot, la résolution d'un crime n'était complète que lorsqu'il avait été pleinement élucidé, compris, pas seulement en fait, mais aussi en ressenti. Cette fois, son heure fut prise dans le cimetière de Saint-Athanase. Le vent s'était calmé, la brume s'était dissipée, et la cloche de la chapelle était muette dans le clocher. En contrebas, Poirot était assis sur un banc de bois entre 2 rosiers, un épais manteau de laine sur les genoux, et sa canne appuyée contre la rampe. Hastings était assis à côté de lui, le silence singulièrement agréable. Pendant quelques minutes, Poirot observa simplement la chapelle, puis enfin il parla. « Tu sais, Hastings, il y a des crimes de cupidité, des crimes de jalousie, même des crimes de vengeance. Mais là, c'était un crime d'idéologie. » Hastings hocha la tête. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Poirot fit un geste de la main. « Effacer quelqu'un des archives, ce n'est pas le tuer, non. C'est pire. Effacer le souvenir de son existence, faire en sorte que personne ne pleure, que personne ne remarque son absence. C'est une sorte d'anéantissement. Le corps peut être intact, mais âme est dépouillée. » Il s'arrêta. « Et pourtant, cela a été fait au nom de la miséricorde. » Hastings fronça les sourcils. « Pensez-vous que l'archidiacre Sweetin y croyait vraiment, ou était-ce juste une excuse ?» Poirot pinça les lèvres. Oh, il y croyait. Absolument, c'était là son danger. Il se voyait comme un purificateur, pas comme un meurtrier. Pour de tels hommes, la morale devient flexible. Ils la tordent jusqu'à ce que la cruauté revête le manteau de la vertu. Ils restèrent assis en silence un peu plus longtemps. Le vent faisait bruisser le lierre sec le long des murs de la chapelle. Quelque part, un oiseau chantait, un appel tardif, plein d'espoir dans le crépuscule naissant. Poirot sortit un petit carnet de sa poche et l'ouvrit à une page blanche. « J'ai fait une liste, » a-t-il dit. « Une liste ? » ?»« Oui, de ceux qui ont été oubliés, et de ceux qui se souvenaient d'eux. Lydia, dont se souvenait sa mère. Alistair, dont se souvenait sa femme. Marie-Claire, dont se souvenait sœur Pauline. Le lien Hastings n'était pas... sentait que quelque chose n'allait pas, et elle a agi. Hastings remua sur son siège. « Dit-on, Poirot, vous l'appréciez beaucoup, n'est-ce pas ?» Poirot esquissa un rare sourire. Elle possède la force de la lignée du Val, et elle n'a pas laissé le chagrin la rendre cruelle. Plus tard dans la soirée, Lénora les rejoignit au salon du presbytère. Elle tenait une enveloppe scellée à la main et affichait un air calme et déterminé. « C'est de la part de l'évêque, » dit-elle, « des excuses officielles et une déclaration d'intention. » Poirot l'ouvrit et le lut en silence. Puis il le passa à Hastings. La lettre était brève, mais percutante. L'Église reconnaissait les torts historiques du couvent, les manquements à la surveillance et les erreurs de ceux qui perpétuaient la doctrine de la miséricorde par l'effacement. Elle acceptait de financer de nouvelles archives à Larkwood Hollow,
destiné à préserver non seulement la vérité sur le passé de la chapelle, mais aussi les noms complets de tous ceux qui avaient été injustement oubliés. Lénora sourit faiblement. Ils m'ont demandé de superviser ça. Les archives. Poirot inclina profondément la tête. Une nomination tout à fait appropriée, mademoiselle. Il n'est pas facile de préserver la mémoire des autres. Elle hésita, puis fouilla dans son sac. Il y a encore une chose. Elle déballa un morceau de tissu délavé, révélant un petit médaillon rouillé. À l'intérieur, un portrait miniature. Une jeune fille aux boucles douces et aux yeux brûlants de défi. « Marie-Claire, » murmura-t-elle. « J'ai trouvé ça derrière l'orgue de la chapelle, caché dans les poutres, caché peut-être par Pauline, ou par Marie-Claire elle-même. » Poirot le prit avec révérence, puis le tendit à Hastings, sans un mot. « Elle vit maintenant, » dit-il doucement. « Non pas de corps, mais de nom, et c'est ce qui compte. » Avant leur départ, le lendemain matin, Poirot fit une dernière visite, au jardin derrière le presbytère. Le puits avait été recellé avec de la pierre et du mortier, et les gravures à l'intérieur avaient été préservées grâce à des photographies et une transcription minutieuse. Une simple plaque commémorait désormais le site, le jardin de l'innommé. Ici étaient cachés les noms pris par le silence. Maintenant, ils parlent à nouveau. Il resta là un long moment. Finalement, Hastings le rejoignit, valise à la main. « Le train est dans 20 minutes, mon vieux. »« Merci, mademoiselle. J'en garderai un précieux souvenir. » Elle lui tendit la main. « Merci, monsieur Poirot, de les avoir rendus à l'histoire. » Poirot s'inclina. « Ce n'est pas moi qui les ai restaurés, mademoiselle Vell, c'est toi. » Le sifflet retentit. Hastings monta à bord. Poirot s'attarda encore un moment. « À la prochaine, dit-il doucement. » Puis lui aussi monta à bord. Alors que le train s'éloignait, la cloche de la chapelle ne sonnait pas. Mais de sa tour, un vent nouveau soufflait, léger, pur, et rempli de voix longtemps réduites au silence, désormais portées à travers le temps. Ils ont été commémorés. Et dans l'esprit d'Hercule Poirot, où chaque nom était sacré, il ne serait plus jamais oublié.